Merci. Donc, je vais lire des extraits de ce dernier livre qui s'appelle « Et tout soudain en rien » et où il est question en effet de blow-up. J'ai pris les arbres, l'air, là où c'était un peu sec, un peu brûlé, je les ai fait devenir verts, un vert qui renvoie bien l'écho et la lumière, un vert anglais au sud-est de la ville, Marion Park, de façon qu'il ressorte, un beau tableau vaguement abstrait, flottante, non pas une tache sombre proche de l'oiseau, ni un insecte écrasé, mais un visage, pour le voir, on doit s'appliquer, à peine une ombre portée, sur le point de se retirer. Les formes sont faites en vue d'aller et venir, l'apparition d'un lointain sans air et sans expression, le spectre, moitié fixe, aussi plat qu'une feuille, les yeux vides, la bouche cousue. C'est le dernier portrait dans l'herbe, mélancolique, avec son profil vaporeux. Là se trouve le foyer des images, elles se fabriquent au milieu d'un bain chimique. Caché par un buisson, un masque gît au fond d'un parc désert et repeint en vert, un joli théâtre de verdure, mais un fichu trou dans le paysage, une réserve écrasante de possibilités qu'on doit débrouiller pas à pas, chercher midi à 14h. Pour donner du relief, un parc repeint en vert, anglais, les massifs de roses et l'herbe rase, le vent et le bruissement des feuilles légers. Vers l'horizon, une femme avec un homme, ils mènent la danse, pittoresque, un beau jour de flânerie, le matin tôt dans un parc à niveau. Ils sont pris à la pointe du viseur, celui d'un voyeur qui en voit trop ou pas, une image derrière une autre, et le photographe qui n'est pas un philosophe ni même un limier, va voir de plus près, en dehors, ce fantôme de choses à peine qualifiées, un lieu sans bord qu'il va falloir compléter. C'est une filature presque ordinaire, elle se fait dans un bain chimique, une loupe à la main, des figures et des rapports, une tâche aveugle, la réalité déborde à cause d'un fait en surnombre, apparu comme entre des roseaux ou caché par un buisson, la forme d'un petit calibre pointé vers cet horizon, pas même un limier, le photographe n'a rien vu ou ne sait pas vraiment ce qui le regarde, une douzaine d'épreuves, une enquête au fin fond de l'image. L'art des parcs est aussi varié que la poésie. On dessine un massif comme on écrit un sonnet, et le jardinier est aussi un peintre, des parterres et des fourrés, les courbes et les contre-courbes, des arbres hauts et les plans d'herbe mathématiques, le rythme des couleurs, l'apparition et la disparition des figures font celui-là au sud-est de la ville, d'un vert qui renvoie bien la lumière, très anglais, du bleu de Prusse, plus du jaune de Chrome. Un coquelicot peut être gris, une feuille noire, et les verts ne sont pas toujours de l'herbe. Une grenouille parfois, ou un visage blême au beau milieu, ou alors caché dans un buisson. Non pas un pendu, les yeux cavés, à Englewood, avant Marion Park, mais un masque, la bouche cousue, un corps rigide. Il est ici et il est là, magiquement, un vrai drame plastique qu'il faut démêler. Sur ces murs, un théâtre de verdure, une découverte de proche en proche. Il tient les choses en cercle autour de lui. À chaque pas, un tableau. À chaque pas, un jardin d'ombre. On ne voit pas le vide au petit matin, mais à travers, il voit la lumière pâle et l'ordre des plans, les massifs, la couleur a tout effacé, y compris le genre de corps qu'il croyait trouver là. Un masque cireux sur un corps très fixe. Il était ici et n'y est plus, magiquement. C'est un joli tour de passe-passe ou bien une simple erreur de jugement. Un trou dans le paysage qui dérègle la vue et qui, par des raisons d'optique, fait de si curieuses illusions. Celle d'une drôle d'affaire. À deux, ils mènent la danse confuse et empruntée, un duo de choc pour un temps, un beau tableau vivant qu'on peut prendre à la pointe de son viseur aigu comme une lame. Peeping Thomas, qui ne regarde que le vide au petit matin, sous les arbres, le vert augmenté et les ombres par défaut, le vide d'un rêve ou d'une illusion, une image chimique fixée sur un mur, les yeux grands ouverts pour voir ce qu'il ne verra plus,
Quelqu'un a fait le mort, et s'approcher revient à perdre la mesure, ou alors perdre son temps. Ils sont passés par ici, la preuve, par le fantôme qu'on verrait bien revenir, un médium dans la chambre noire et son corps automate. L'image doit sortir du bain et la mort n'en saura rien, ou presque. Un médium entre deux portes qui a pris la photo en traînant un matin vers Marion Park, repeint en vert. Il renvoie l'écho, plus le son continu du vent à travers les ramages. Sinon, on n'a que le silence, les arbres, l'herbe, l'ombre, les buissons, une surface ouvragée, silencieuse, dans laquelle il est tombé un beau matin, sans voix et sans appel, qu'il faudra compléter, voir au travers, grâce à son œil aigu comme un rayon, le plan d'après, ou alors ce qui se tient tout au fond. Autour, pas loin, là où l'image contient son reflet caché, fixé et effacé, là, quelque chose a été, un figurant parfaitement muet, mais les fantômes, cela ne se voit pas à la chandelle, ni sur une plaque sensible. Que devient une bulle de savon au milieu d'un champ électrique? Que devient un mort à l'ombre d'un arbre? Rien d'attendu, la tâche se trouve là ou ailleurs, ni de mesurer une marque particulière, une impression sans cadre et sans couture, comme un petit spectre flou venu du fond, un tracé obscur pour l'esprit, d'épaisseur variable, elle contient l'ensemble des styles et des allures, et pour en venir à bout, il faut un détachant puissant, beaucoup d'artifice ou une certaine ruse, celle de la raison et de l'œil, qui en voit toujours trop, pas assez, sur la lune par exemple, où elle figure sombre et confus, des mers, des lacs, des forêts, les lieux raboteux, des trous et des bosses, et lorsqu'elle passe en dessous du soleil, elle en produit une si instable de la largeur d'un visage blême. Car rien n'est moins immobile. De cette nuit tombe une poussière de taches pâles qui hésite entre ce ciel et cette mer, ou bien ce parc à l'est de la ville. Elle voyage autant que les nuages, et la poussière qui les dessine fait des petits tas quand elle se pose, un drôle de paysage vu par un oiseau et par un apprenti limier. C'est un hasard de voir exactement ce qu'on ne se soucie pas de regarder, un oiseau posé, une branche cassée, une pierre qui roule, ou bien ce qu'on regarde de trop près, une scène de genre, un mort sous un arbre par exemple, les yeux au bout des doigts, on voit des mains, plongées au fond d'un bain chimique, histoire de le faire revenir ici ou là, entre deux eaux, verdâtre et vaguement lumineuse, une très petite région du champ visuel, une tache désertée où plus rien ne se montre, aucune image, aucun tueur dans le décor, la nuit, gris, moyen et sans résonance, à tout supprimer, reste une doublure d'invisible, autour, l'ensemble s'étire, puis s'organise, il joue à l'aveugle et sa partie est près de finir, muette et hallucinée. C'est un grand hasard de voir exactement ce qu'ont des visages, vus de face, translucides, moitié vivants de profil, sur fond neutre ou au coin d'un parc. Mieux vaut un coup d'œil indirect, ou alors fermer les yeux devant un vide qui nous regarde, éberlué, à travers un nuage de particules. Il y a le secret de l'atome, celui du meuble, du roi ou des soucoupes volantes, et il y a le secret caché dans le paysage, bien gardé, un parc nocturne et son spectre ou son image, une enveloppe légère, une apparition, presque rien. Pour le voir, il faut de nouveaux yeux, plus le sens de l'orientation. Les nuages ne sont pas des sphères et l'éclair ne dessine pas de ligne droite. C'est un certain imbroglio, une étrange affaire qui hante Espace et Thomas avec. Zélé détective en herbe, non pas le mort, mais le vide laissé par un secret de polichinelle. Il en suffit d'un et ça fait un climat supérieur, plein de détours et de matière. Quiconque le connaît vous le fait regarder d'un endroit spécial. Alors, les lignes se ramassent, formant un visage où il n'y en avait pas. Un beau tour de passe-passe dans les plis du paysage,
Il y a le secret des galaxies, celui du temps, de la porte ou du parc verdoyant, rien d'autre que lui-même, et à la fin, qui se confond avec le début, toute la Genèse restait mystérieuse. Avec une formule spéciale, l'albinos Griffin rend un chat transparent, puis lui-même devient un animal nocturne, pas moins que l'autre, à peine deviné entre les rayons et la végétation allongée sur le sol, il n'est plus en action. Aucune danse, ni confuse, ni empruntée, aucun nom connu, une seule prise par le regard l'isole de tout le reste avant de disparaître, bel et bien. Du lieu, comme si de rien n'était, de l'image par degrés, sans s'y être sérieusement montrée. Or, la trame cachée est plus forte que celle qui se voit, sans bord, sans cadre, sans couture, une présence invisible sous le nez. Il s'obstine à la rendre présente au risque de perdre son latin, mais si vous ne filmez que le visible, c'est un téléfilm que vous faites ou un mauvais roman photo. Le mort ne s'est pas absenté, il est juste introuvable, ou toujours plus loin, au petit matin, dans le parc modifié. Entre plusieurs plis et plusieurs régions, il se tient là, en compagnie des invisibles, dans l'albinos Griffin, maître d'un empire. Se souvient-on d'un nuage, d'un oiseau qui passe de temps en temps, d'une île, chacune à sa forme, un genre de rectangle naturel, en plein milieu de la ville? Se souvient-on d'avoir vu ce qu'on a peut-être vu, un très jeune homme et une femme, tout à leur affaire, mais c'est un hasard si l'on voit exactement ce que l'on ne se soucie pas de regarder. Un autre homme, par exemple, assis au volant d'une voiture, à quelques pas, lisant, dormant ou somnolent, une fiction, pour mieux voir de quoi il retourne ce dimanche matin vers la pointe de l'île. Ce qu'il a fabriqué bel et bien, cette scène jouée par deux amateurs, deux faux Robinson égarés là pour les beaux yeux d'un intermédiaire. Se souvient-on de ce qui se retourne comme un gant ou comme une image mobile à laquelle l'œil sert de cible ou d'aimant? Dans une chambre noire, un îlot bien tempéré qui les fait défiler à sa guise, ou d'un buisson dans le paysage, là, repose un mort sous un arbre, mais l'air, dès que vient le jour, et c'est du 7e art. De la chambre noire, au demi-jour, il fait le limier. Après avoir fait le témoin, il aurait pu devenir évêque ou bien troupier. Mais c'est ce genre qu'il a préféré, voir de quoi il retourne, rentrer dans l'image, comme on entre dans le parc, ce louche rapport de ressemblance. Poursuivre le cours peu ordinaire des choses, une scène devrait nous apprendre que nous n'avons pas vu ce que nous voyons. Cette courte scène, par exemple, où une femme et un homme font mine de s'aimer ou de se déchirer, ou alors de danser au lieu de se transformer en grenouille ou en galet. Une petite comédie de mœurs à l'air libre, sous l'œil captif d'un limier en air, un art du mouvement souverain et vide de paroles. De même, ce tableau final, le retour fiévreux des mimes pour jouer une sacrée partie sans balles, sans raquettes et sans le son, une doublure invisible qui retourne le lieu tel un gant. Peeping Thomas renvoie l'envers de la balle avant de tourner les talons. L'homme n'est complet que là où il joue. Les flaques retournent les images à l'ombre d'un arbre, non pas un mort étendu bouche bée et les yeux caves, mais un homme assis là, expert en pantomime. Par lui, le tableau à demi vivant devient un théâtre de verdure, des broussailles, l'herbe haute et l'eau qui dort un après-midi d'été. Un seul décor et quelques minutes suffisent pour tenir le témoin éveillé. Il faudra recommencer encore une fois, au moins, comme tout ce qui le mérite. Cette première, rêver d'une île, c'est rêver qu'on recommence. Cette petite comédie froide en 2 temps, un seul mouvement. Une action louche, encadrée de force, sur ordre d'un homme assis là, expert en composition. Il mène la danse sans phare ni instrument, à l'ombre d'un bel arbre, vers l'est de la Pologne. Sur son tas d'aiguilles, il regarde son intrigue. Elle n'affiche rien d'autre qu'elle-même. 2 personnages, aussi réglés qu'une horloge, font mine de ne pas y être. Une intrigue tirée par les cheveux très loin de Marion Park.
où on joue à l'adulte, un jeu opaque et définitif. L'homme n'est complet que là où il joue ou là où il danse. Un petit ballet mécanique au milieu de nulle part, des quais de la Seine à Hemmingwood, devenu Marion Park. Au bout d'une corde, les yeux vides sur l'herbe rase, le regard oblique. Elle remue en sa compagnie, une allure vague et empruntée, elle et lui dans un colloque de fantômes, une ghost dance qui garde bien le secret de son geste muet. Elle danse avec sa momie, rien ne les accompagne sauf un curieux retiré venu là comme ailleurs, sauf un tueur embusqué venu là à point nommé, sous tension, un théâtre en plein air et des recoins, le parc est une fenêtre à moitié ouverte, une ligne mobile et incurvée. C'est un sketch mimé qu'il faudra débrouiller, une enquête visuelle très spéciale pour une sorte de mimodrame. Elle se fait dans un bain chimique, une loupe à la main, mais la réalité toujours plus loin, loin, dans les plis du paysage ou dans ceux de l'image, où se joue et se rejoue le branle universel de la danse macabre. C'est un jour ordinaire au milieu d'un parc, entre deux ponts, dans la campagne profonde où de nulle part, chaque fois, un flâneur est au spectacle. Un théâtre de plein air qui monte une très petite comédie de mœurs. Mine de rien, un badinage piquant et silencieux, un homme plus une femme, et entre eux, une drôle d'affaire qui modifie l'espace jusqu'à l'horizon. Presque rien, une danse légère, un tête-à-tête fiévreux, une pause contre nature, mettre le flâneur en mouvement continu. Un secret, à moitié gardé, se cache dans le paysage. Il dérègle le bon sens et retourne la vue. C'est un hasard de voir exactement ce qu'on regarde. Un huis clos, hanté par l'humeur d'un autre, tapis à quelques pas de là, hors cadre d'un buisson compact, d'une voiture arrêtée ou sur un tas d'aiguilles. La perspective est une histoire de triangle et de position. Il suit l'affaire assidûment d'ailleurs, il l'amène par le bout du nez ou par la pointe de son calibre. Les lieux varient, le paysage se défait à l'envi. Sous l'image, une autre et une autre encore. Le temps est fixé et tout se refait forcément. Combien de significations tirées de ces centaines d'arbres, de ces massifs, de ce bitume. Le flâneur qui n'est pas un limier va voir de plus près une vraie tête chercheuse, l'œil aussi aigu qu'un rayon. Dans son bain chimique, il trouve des oiseaux, des nuages, des marques particulières, une poussière de taches pâles au milieu d'une tête sans visage, un beau masque fait d'après nature à l'ombre d'un arbre, ou peut-être nulle part, une idée devenue fixe, un mode de changement débordant. Revoir la scène, ici ou là, le mort sur le tapis d'herbe ou entre deux images, hors de portée, il se perd à mesure que le temps avance. Revoir le duo de choc, une manigance bien ordonnée, il s'efface derrière un brouillon de faits indécis et rien ne revient, sinon le jour ordinaire, au milieu d'un parc, entre deux ponts, dans la campagne profonde. L'immobilité des aubépines et de l'ombre portée, du silence, celui des vents, demandez-leur la cause. Là, je vais lire juste deux textes. L'un parle de ce dessin, qui est un dessin de Victor Hugo. Un trou d'air ou de lumière, il en suffit un. Pardon. Un trou d'air ou de lumière, il en suffit d'un pour commencer à peindre et à voir une partie réduite du monde, un tas mal entassé, un cadre confus et provisoire, sans bord ni bâti, qui travaille continuellement, donne sur le grand jour. Le 13 août 1871, vers le Luxembourg, un modèle devenu si complexe quand la forme se change en une autre. C'est le souvenir d'une fenêtre plus large que haute, percée au centre d'un mur, doublée de sa vitre, vert mousse, riche en fougères ou duplex, une feuille d'air solidifiée détachée d'un livre de voyage, laissant maintenant passer les odeurs, les voleurs et les sons,
risquée pour les somnambules et les chats, prisée des araignées en tout genre. Un seul fil remué la fait sortir et sa nature est telle qu'elle se cache dans un angle, sa toile définie, mais sur la feuille colorée et grattée avec art, elle s'expose au beau milieu, à contre-jour, silencieuse, elle fait le guet, une vraie besogne d'un 13. Il y a là une araignée commune, elle pourrait être n'importe où excepté au pôle, elle n'entend rien, ne sent pas, sauf les vibratos de son réseau. Elle a 8 yeux, 8, mais ne voit rien d'autre que les minces variations près du seuil. Elle mémorise les choses à demi-pensées, des histoires à dormir debout, celles notamment d'un homme venu là, et qui lui donne vie au fond d'un rectangle invariable de 25 cm par 30. Le 13 août 1871, Hugo dessine en couleur dans son livre de voyage une grande toile d'araignée à travers laquelle on aperçoit la rune de Vianden, comme un spectre, une silhouette vague, tout juste un schéma, des taches d'ombre et ce calme inquiétant. C'est un fantôme d'image figurant l'endroit vide de matière et de relief, un non-lieu après sa double échappée, une toile sans fond qui fait un très beau poste d'observation. Il y voit le monde et ses histoires, sa ville en émoi, un mouvement continu, un paysage délavé dans ce souvenir de fenêtre qui en contient une autre et encore une, son motif extérieur, une jolie toile de maître. L'araignée n'apprend pas cet art, elle le possède par droit de nature, dit Sénèque, et la tisse selon, en tube, en cloche, en zigzag, en étoile, ou croissant de lune. Tôt le matin, elle flotte entre les herbes, un fil lui sert de pont aérien, mais là, elle est bel et bien fixée devant un trou d'air et de lumière, un peu usée pourtant, un étonnant spectre graphique, autant que la scène autour. Y vibrent lentement les ondes et le silence, celui de la nuit, des forêts, des temples, celui de la peinture, la montrant au centre de son réseau, noire, charnue et commune. Elle pourrait être n'importe où excepté au pôle, à Paris, où on s'insurge, à Rome, qui devient capitale. Le 13 août 1871, Hugo dessine en couleur. Il a tiré des fils, un seul fait venir l'araignée ou alors un paysage lunaire. Au moins 3 siècles plus tôt, Dürer faisait pareil dans un cadre en bois, plus une vitre au carré. Il invente une fenêtre afin de reproduire ce qu'il a sous les yeux. La vue n'est qu'une affaire de réglage, et la géométrie est la vraie science des aveugles. L'araignée en a 8, mais ne voit rien, hormis les minces variations. Un bel ouvrage, celui d'un homme affligé en voyage forcé, et d'un petit animal tranquille qui a finement tracé les plans d'une ville, Paris, Bruxelles ou Vianden, un témoin hors pair. Il ne meurt pas, il change juste de peau. Quand d'espèces tarentules, elle s'associe avec un homme, lui infusant son venin mélancolique, alors il marche et il danse à sa façon plusieurs jours d'affilée, les pieds usés, une belle fureur, un beau déraillement général, pour se figurer comment les choses absentes imposent leur présence et comment une forme, une autre s'en va. Une vraie besogne d'un 13 qui fait courir le monde et le met de travers. Une expérience unique. L'araignée l'a fait araignée, donnant le ton et la manière. Suzanne Aubin. Sous un arbre, une femme, pâle et replète, est à la toilette, complètement nue, de la tête aux pieds, flex et offert, les écrevisses en ont 12, les serpents aucun. Elle en a 2, des petits pieds à brodequins. Avec, elle marche selon sa cadence, elle danse selon son rang. Au besoin, elle mesure la taille du soleil, absent pour l'heure, dans ce sous-bois formellement aligné. Nos premiers maîtres de philosophie, plus les mains et les yeux, qui seront soignés à leur tour. Elle s'expose sous un arbre tourné vers celui la figurant ainsi libre et en plein air. Jacopo, Augusti di Tintoretto, au bon soin de jeune fille, un duo appliqué. Si proche, pâle et replète, même couleur, même tournure. La grenouille des sous-bois, son humidité glissante, moitié au sec sur le point d'y être, ou déjà dans le bain. L'ensemble est ici fixe et en mouvement. De quel air elle rêve et comment elle chante. À 2, une belle chorale, avant le silence, des échos, des ricochets, histoire d'enchanter la gueulerie. Suzanne en son jardin, comme la veille, idem l'avant-veille, flanquée de ses suivantes. Une grenouille frappée
qui regarde sans être vue du bord ou du fond de son étang ordinaire, les yeux culminants, elle tourne le dos à la scène, celle où une femme nue de la tête aux pieds se fait gentiment dorloter. « Apportez-moi de quoi me parfumer, me laver, dit-elle aux jeunes filles. Les portes fermées, que je me baigne, il fait chaud. » Elle l'a pris ou le prendra, son bain en plein air, un bain innocent, désombant, des jeux d'eau tiédis par l'atmosphère, ses lavandières, un bac ou un étang ordinaire où se plongeait nu jusqu'aux oreilles une grenouille grand format. C'est un sous-bois opaque qu'elle s'y expose sous un arbre, à l'aide de Judas dépendu de la liberté. Il faut quelques teintes subtiles, autant de feuilles, autant de nuances, une mémoire, cercle après cercle, le temps de faire le modèle parfaitement statique. Pareil, aux deux, perchés, embusqués, non loin, deux vieillards mauvais, le regard oblique, font le guet chaque jour quand Suzanne est en son jardin. Des voyeurs au spectacle qui dévorent des yeux, non pas un simple trou de serrure, ni par une fenêtre avec vue, mais presque à découvert, transi sous les ramures, une cachette improvisée, un vrai pipe chaud, plus tout ce qu'il faut pour faire un tableau, un modèle vivant, une prose longue, un cadre valable et son maître d'œuvre, un savant jeu de scène où chacun est à son affaire, l'une dévêtue et en relief, les autres gelées comme un coin, les suivantes à leur ouvrage. Un huis clos réservé, les portes fermées, avant l'entourloupe, une fameuse fable capable de changer un homme en cerf ou une femme en grenouille, moitié au sec, il fera beau, soit au fond du bain, il pleuvra, alors elles se démultiplieront jusque dans les chambres des puissants, chantant, ricochant, vert, trousse ou givré, la matière varie, un champignon devient une chauve-souris, une grenouille devient une feuille morte, et Suzanne, une fille de joie, assise sur un joli drap. C'est le milieu d'un sous-bois, il y règne un curieux climat, une chaude après-midi, un ciel absent, et deux vieillards en coulisses, deux spectateurs exactement, là où se redressent les lignes. Là se fabrique une histoire à nulle autre pareille. Au printemps, les grenouilles chantent, pendant l'été, elles aboient. De quoi réveiller un mort ou damner un vivant. Chaste Suzanne, au premier plan, exposée en équilibre sous un arbre visible partout. De sa droite, celui qui l'a peint, d'après sa manière blonde et vénitienne. De sa gauche, un couple antique, des voyeurs maléfiques, entre eux, de l'eau dormante, la pire, qui croise les images selon les lois de la réflexion, les retourne et n'en renvoie aucune.